Bonjour, je suis Thibaut Delavigne et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce dernier épisode de la saison 2 de L'Horizon et au-delà, le podcast mensuel du magazine Géo qui s'intéresse à l'impact de la transition écologique sur nos paysages. Tout au long de la série, Antoine Jonin m'a accompagné et ensemble, nous avons traversé la France à la découverte d'un pays en pleine transformation. Le mois dernier, nous étions dans les Alpes pour évoquer l'avenir de la montagne à l'heure du dérèglement climatique. L'épisode est toujours disponible sur geo.fr et vos plateformes de streaming habituelles. Pour cette dernière virée de la saison, nous vous emmenons au centre de la France, à Échassières, petit village situé entre Vichy et Montluçon. Ici, l'or blanc convoité n'est pas la neige, mais le lithium, un métal utilisé dans la fabrication des batteries électriques. D'après les études menées par Imerys, une compagnie minière, le gisement permettrait d'extraire suffisamment de lithium pour produire 700 000 batteries de voitures électriques chaque année. Ce projet de mine, unique en France, divise profondément les habitants. Certains y voient une aubaine économique, d'autres s'inquiètent des impacts environnementaux. En 30 ans, une profonde mutation de nos territoires s'est engagée. Il faut repenser la ville de demain. Il faut aussi se rendre compte de l'ampleur des transformations opérées et comment est-ce qu'on peut transformer en profondeur notre société. Je veux qu'on aille 2 fois plus vite, au moins, pour les projets renouvelables. Il n'y aura pas de véritable transformation de la société si on ne la fait pas de manière juste. L'horizon et au-delà. Nous entamons notre récit en parcourant l'épaisse forêt des Colettes. Après avoir emprunté un sentier ombragé, nous tombons sur une clairière qui s'ouvre sur un petit lac à l'atmosphère bucolique. De grands arbres bordent une eau oscillant entre le bleu, l'orange et le jaune. À l'entrée du site, un discret panneau met en garde les promeneurs. On y lit « Site industriel, interdiction de se baigner ». Nous sommes sur une ancienne carrière rendue à la nature qui nous rappelle que le riche sous-sol de la région est exploité depuis plus d'un siècle. C'est ici que nous retrouvons Pierre-François Picard, opposé à l'exploitation du lithium à Échassières et membre de l'association Préservons la forêt des Colettes. J'interviens donc au nom de Préservons la forêt des Colettes. Je suis Pierre-François, donc je fais partie de l'association depuis 1 an et demi. Alors est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est sur la Bosse, donc à proximité de la carrière et du projet s'il a lieu à un moment donné. Et on est sur l'ancienne carrière de Kaolin, qui est laissée à l'état maintenant naturel, pour que la nature reprenne un peu ses droits. Et du coup, on peut constater la végétation, on peut constater l'eau, on peut constater que c'est un endroit qui est joli, mais qui est assez désertique, avec une ambiance assez particulière quand même. Le kaolin, une roche blanche qui sert notamment à fabriquer des céramiques, est exploité dans la région depuis plus d'1 siècle. D'ailleurs, nous ne sommes qu'à quelques centaines de mètres d'une carrière de kaolin actuellement exploitée par Imerys, qui en extrait 30 000 tonnes chaque année. Des soupières de mamie aux batteries, il n'y a qu'un pas des plus lucratifs qu'Imerys est bien disposé à vouloir franchir. Si le projet lithium devait voir le jour, la mine serait donc 2 en 1. Imerys produirait du kaolin et du lithium sur le même site. Or, les opposants au projet estiment que l'actuelle mine est déjà source de nuisances. Alors elle est source de nuisance en termes de bruit, en termes de pollution, je dirais, par rapport aux particules. Mais c'est vrai que l'extraction est beaucoup moindre que ce qui est prévu après à long terme. Et puisque l'extraction, 450 mètres, il prévoit de sortir à peu près par an pas loin de 2 millions de tonnes de roches. Donc c'est une autre capacité, c'est une autre exploitation derrière. Une exploitation qui revêt en plus un caractère stratégique. Le lithium est un élément essentiel à la fabrication des batteries électriques que l'on trouve notamment dans les voitures. Alors que faire pour s'en procurer ? Acheter directement des batteries à la Chine ? Ou commander du lithium aux pays producteurs tels le Chili, la Bolivie ou l'Australie ? Depuis quelques années, le gouvernement plaide pour une 3e option, construire des batteries en France avec du lithium français. Coup de chance, du lithium, l'Allier en regorge. Un potentiel connu de longue date. En 1979 déjà, un édile local vantait la ressource du sous-sol d'Échassières et faisait cette prévision visionnaire au sujet du lithium. Actuellement, le lithium métal semble avoir un avenir peut-être assez foudroyant devant lui, quand on sait
On passe rapidement de laboratoire au supermarché de nos jours. Et je crois savoir qu'aux États-Unis en particulier, des études sont faites pour la voiture électrique, la pile et la batterie au lithium-métal, qui va être commercialisée certainement rapidement sous forme de petites piles pour petits ordinateurs, pacemakers, montres électriques par exemple, mais surtout la batterie automobile. Et je crois savoir qu'aux États-Unis, des voitures avec des batteries pesant 150 kg, c'est-à-dire en gros de l'ordre de 2 fois le poids d'un réservoir d'essence et d'une batterie normale, ont une autonomie de 3000 km. Donc on peut affirmer qu'un gisement aussi important, aussi riche que Chassières, riche au sens large, sera exploité un jour. On peut même dire qu'actuellement, les projets d'exploitation sont déjà très avancés et que leur mise en œuvre serait de l'ordre de 2 ans, disons. Il aura fallu patienter un peu plus longtemps. Si Imerys ouvre la mine en 2028, comme ce qui est annoncé aujourd'hui, plus d'une 50aine d'années se seront écoulées pour que le gisement des Chassières soit enfin exploité. Il est temps maintenant de nous rendre sur le site de Beauvoir, le nom de l'actuelle mine de kaolin, qui sera aussi celui de la mine de lithium, pour découvrir de plus près ce fameux projet qui inquiète tant certains riverains. Le long de la route, au milieu de la forêt, des grillages, puis une barrière. Bonjour madame. Vous êtes quelle société? Géo, le reporter du magazine Géo. Vous connaissez le site? Pas du tout, non. On vient pour la première Alors, fois. vous pouvez aller sur votre droite et après ça sera sur votre gauche. Ok, par là-bas, là, tu vois. Ouais, il y a un panneau 15 km/h, bureau administratif. D'accord. Et là vous verrez, vous passerez devant des bornes de recharge électrique. Ok. Si vous avez besoin d'ailleurs, je sais pas. Ouais, ça me Et ensuite vous avez le parking et bureau administratif. D'accord. Bonne journée, merci, bonne journée. Merci. Alors, je m'appelle Christopher Eman, je suis directeur du site de Beauvoir. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer ce projet d'extraction de lithium et en quoi le lithium aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines est important? Alors, évidemment, il faut peut-être reprendre le grand contexte de réchauffement climatique. C'est vrai que le besoin de lithium s'inscrit suite au rapport du GIEC, aux multiples rapports du GIEC, qui, à chaque version d'un rapport, vient confirmer de plus en plus l'impact humain sur le réchauffement climatique et notamment les transports. Et donc, l'alternative pour réduire justement les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, c'est l'électrification en plus de la sobriété. Et dans l'électrification, la technologie qui a le plus fait ses preuves, c'est les batteries lithium-ion. Le projet se veut de produire l'équivalent de 700 000 équivalents batteries de voitures électriques. Alors sans doute plus selon la taille justement des batteries. Mais donc c'est extraire le lithium, mais également en faire de l'hydroxyde de lithium. Parce que souvent il y a des extractions de lithium comme on voit en Amérique latine, mais la conversion elle-même se fera plutôt en Chine. Donc le projet, c'est une mine plus une conversion du minerai. Comme nous l'explique M. Eman, au-delà de l'extraction en elle-même, c'est tout un système régional qui est envisagé par Imerys pour exploiter le précieux lithium. La vidéo promotionnelle de l'entreprise qui suit passe en revue les différents sites envisagés. Le projet Émilie comprendrait plusieurs implantations dans l'Allier. À Échassières, la mine est une usine de concentration afin d'extraire le granit de Beauvoir et d'isoler le mica, le minéral qui contient le lithium. À la Fontchambert, dans les communes de Saint-Bonnet de Rochefort et de Naves, un atelier de chargement de ce minéral dans des trains. À Laloux, dans une zone industrielle de la communauté de communes de Montluçon, une usine de conversion pour recevoir le mica et en extraire le lithium. Une seule entreprise et un seul département pour fournir du lithium aux producteurs de batteries. Imerys prévoit d'investir beaucoup d'argent dans ce projet, mais ne communique pas de chiffres précis. On parle de centaines de millions, voire de plus d'1 milliard d'euros. De quoi booster l'économie de ce territoire rural qui connaît de grandes difficultés de développement. Imerys insiste d'ailleurs sur les emplois qui seraient créés par l'exploitation du lithium dans la région. Donc, en termes d'emploi, on parle environ de 1000 emplois directs et indirects et plus de 4000 emplois induits. Donc, voilà, c'est quand même assez conséquent comme retombée économique. Si on recrute un géologue, un laborantin, un opérateur, si certaines personnes ont fait quelques kilomètres ou déménagent pour venir ici, souvent c'est en famille, donc ça ramène quand même du monde. Donc évidemment, c'est positif pour l'économie, pour préserver des écoles, des lieux de santé, pour l'entretien des transports, etc. Donc on va
quand même redynamiser à la fois le secteur échassière et le secteur de Montluçon. Donc tout ça, c'est positif, évidemment. Un projet d'envergure, donc, qui rayonnerait sur tout le territoire et répondrait à l'impératif de décarbonation de nos modes de déplacement. Car rappelons-le, l'Union européenne prévoit d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Autant dire que le remplacement des près de 40 millions de voitures qui composent aujourd'hui le parc automobile du pays représente une gigantesque manne financière qui aiguise les appétits. Et les autorités françaises ont un plan pour en profiter au maximum. Développer des usines de fabrication de batteries dans le nord de la France et exploiter les ressources disponibles sur le territoire. C'est cette stratégie qui justifie, aux yeux de ses promoteurs, le projet d'extraction de lithium des Chassières. Mais le marché des métaux étant mondialisé, comment être sûr que le lithium qu'on extrait ici, dans l'Allier, va se retrouver dans une batterie de voiture électrique, française de surcroît ? Ça, c'est une question qui, je pense, doit être prise entre des mains peut-être politiques, des décisions qui dépassent Imerys. C'est vrai que nous, on est plutôt à s'approcher de clients qui seraient destinés à la voiture électrique, mais on est très en amont. Nous, on fournirait des fabricants de batteries qui eux-mêmes alimenteront ensuite des marchés. Nous, on aimerait justement dire que oui, ça va aller uniquement sur tel véhicule en France et que en plus la personne qui aura ce véhicule sera éco-responsable dans sa conduite. Mais en fait, voilà, l'exercice, il s'arrête à un moment donné pour nous. Enfin, après, voilà, si quelqu'un vend de la farine au boulanger, il ne pourra pas lui dire c'est pour faire du pain ou des croissants ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, à un moment donné, nous, on fournit la matière première. On n'a pas le contrôle en tant que tel. On ne peut pas, quand on vend quelque chose, dire « OK, on vous le vend, mais tel en sera l'usage ». Sur la question de la destination du lithium, le directeur renvoie donc la responsabilité au personnel politique. Mais revenons à notre sujet, le paysage et les impacts sur l'environnement que peut avoir ce projet minier. Nous enfilons à présent notre plus beau gilet fluo pour nous approcher du cœur de la mine. C'est Patrick Fullenwart, géologue d'Imerys, qui nous sert de guide aujourd'hui. Quelques règles de sécurité, on est sur un site industriel. On vous a équipé de tous les équipements de protection individuelle nécessaires. On va traverser l'usine et monter vers la carrière en empruntant les chemins dédiés aux piétons. On fera attention aux engins et aux véhicules qui sont sur les deux zones. Après quelques minutes de marche, nous débouchons dans une immense carrière à ciel ouvert où les engins de chantier s'affairent, tels de minuscules jouets d'enfants, pour récupérer le kaolin. Depuis 2022, Patrick et son équipe procèdent aux travaux d'exploration pour révéler le potentiel en lithium du gisement. Ils ont extrait des milliers d'échantillons de roches, ce qu'on appelle du carottage, pour cartographier le sous-sol. Patrick tente de nous expliquer en quoi consiste le procédé d'extraction du lithium. Le granit de Beauvoir, il est constitué d'une pâte blanchâtre qui sont des feldspaths et qui est ce qui va s'altérer en surface et se transformer en kaolin, en kaolinite. D'accord. Il y a des fractions un petit peu plus grises qui sont des quartz, des grains de quartz qu'on connaît, qu'on valorise en tant que sable d'ailleurs ici. Et le dernier minéral qu'on voit briller, ce sont les petites paillettes qu'on voit beaucoup mieux quand il y a du soleil et que vous verrez tout à l'heure, qui sont les micas de type lépidolite et qui sont le minéral porteur de lithium. Et donc dans l'optique où ce projet de lithium se lançait, en quoi il consiste ce projet d'extraction ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on procédera ? Alors, on a réussi à mettre en évidence l'attractivité du gisement en tonnage et en teneur. On a un très très bel objet géologique qu'on se propose de valoriser. Valoriser, ça veut dire procéder à une extraction. Alors, on pense et on propose un projet d'extraction minière en souterrain. C'est très structurant en termes de coûts d'investissement et de coûts d'opération. C'est pas nécessairement intuitif quand on voit la configuration du gisement, quasiment infleurante. En revanche, c'est une méthode d'extraction qui nous permettra de minimiser l'emprise au sol, puisqu'elle sera limitée à l'emprise de la carrière actuelle, et qui nous permettra de limiter des nuisances type bruit et poussière, puisqu'on va concasser la roche. Bloc par bloc, on va foudroyer la roche, la fragmenter, la récupérer,
et avec des engins électriques, la charger sur des bandes convoyeuses qui vont la remonter à la surface. À la surface, elle sera concentrée. Donc, on n'en a pas parlé, mais la roche, elle est composée de différents minéraux. Et là, il y a un des minéraux qui est porteur du lithium. Il va falloir isoler ce minéral. Donc, c'est la phase de concentration qui aura lieu ici. On va donc obtenir un concentré de mica, duquel il faudra extraire le lithium métal. Et cette dernière étape se fera sur le site de Montluçon. On s'installerait sur une friche industrielle pour construire cette deuxième usine. Et entre les deux, le concentré de mica serait transporté par canalisation enterrée jusqu'à une station de chargement de train. Et ensuite, en train, sur la voie de chemin de fer Ghana-Montluçon, jusqu'à la banlieue nord de Montluçon. Si l'on en croit Imerys et ses salariés, tout est soigneusement pensé. Malgré le ton rassurant de l'industriel, le projet suscite des inquiétudes. Nous retrouvons Pierre-François Picard de l'association Préservons la forêt des Colettes. Alors ici, on a un paysage qui est déjà marqué par l'industrie minière. Le projet de mine de lithium, il prolonge l'exploitation minière de la région. Pourquoi, du coup, vous êtes aujourd'hui mobilisés contre ce projet ? Alors nous, on est mobilisés contre ce projet, parce que d'abord, c'est des carrières tout de suite. Là, on va créer vraiment une mine, jusqu'à au moins 450 mètres de profondeur. Et du coup, il y a une grosse inquiétude par rapport à l'eau, aussi bien l'utilisation de l'eau pour extraire le mica et plus tard le lithium, et surtout un problème aussi de qu'est-ce qu'on va faire de l'eau qui sera polluée derrière. Imerys parle beaucoup de conversion en interne, c'est-à-dire que l'eau ne sera pas rejetée, mais on n'a aucune certitude. De toute façon, même eux, quand ils parlent, ils disent peut-être ou quasiment ou 90%. Donc ça laisse toujours un volume non négligeable qui pourrait polluer l'espace. Et on craint aussi pour cette forêt, bien sûr, puisque l'eau utilisée, la profondeur de la carrière peut avoir une incidence sur les cours d'eau, puisqu'il y a pas moins de 400 sources sur ce dôme un peu, de la bosse, et du coup avec des conséquences non négligeables pour la végétation, les arbres et l'environnement du coup. Il faut préciser à cet instant de notre récit que l'eau est très importante dans les projets miniers de ce type. Il ne faut pas s'imaginer un site format germinal dans lequel des hommes s'enfoncent dans la terre pour creuser à la pioche et sortir des blocs de charbon. Non, extraire du lithium requiert beaucoup de manipulations, notamment chimiques, qui permettent de séparer les différents composants de la roche. Pour vous donner un ordre de grandeur, Imerys estime qu'il faut 1 tonne de roche extraite de la mine pour produire environ 10 kg de lithium. Et l'eau est un ingrédient important de ce processus, ce qui explique les craintes des opposants. Mais quand on évoque cette question avec le directeur de la mine, il se veut rassurant. L'eau, il y a plusieurs questions. Il y a l'eau de consommation, donc combien le projet va consommer d'eau. Donc pour ce premier point, il y a des efforts évidemment qui ont été faits parce qu'on atteint un taux de recyclage au niveau du site des Chassières, un taux de recyclage de 95%. Enfin, on sait qu'on arrivera à atteindre ça. Donc on aura besoin d'un point d'eau qui est l'équivalent de 600 000 m3 par an pour le site des Chassières. On parle aussi de 600 000 m3 d'eau par an pour le site de Montluçon. Où est-ce qu'on va le prélever ? Donc ça, voilà, c'est ensuite, on a étudié plusieurs scénarios. Ce qui apparaît aujourd'hui comme le moins impactant, ce serait aller le chercher dans la rivière de la Sioule. Et nous, notre impact se situerait autour de 1/1000 du débit. Et en période d'étiage, en période plus chaude, on représenterait 0,6% du débit. Ensuite, pour garantir qu'on n'ait pas d'arrêt de production et que si c'est encore plus sec que prévu, on n'impacte pas d'autant plus les prélèvements dans la Sioule, on aurait une rétention d'eau sur site qui serait un stock tampon qui nous permettrait de ne plus prélever pendant quelques jours ou quelques semaines dans le site pour ne pas augmenter de 0,6% justement le débit. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'impact que certains opposants disent, parce que dans tous les cas de simulation, on ne crée pas un assèchement de la forêt des Colettes. Moi, j'invite les auditeurs de ce podcast ils peuvent aller sur YouTube et réécouter l'ensemble des débats publics où justement la personne de l'ONF rappelle que les arbres n'ont pas des racines qui vont à 40 mètres de profondeur pour aller puiser dans les nappes phréatiques et qui vont utiliser l'eau de pluie qui est tombée et qui est en transit dans les zones superficielles du sol. Donc, c'est important de ne pas tout confondre.
Vous avez dû voir en vous promenant sur la carrière tout à l'heure que les arbres qui sont juste en bordure de la fosse actuelle sont en parfaite santé. Et ils ne sont pas asséchés parce qu'ils sont en bordure de fosse. Je comprends que ça puisse faire peur, mais je pense que parfois il y a un petit peu de... j'ai envie de dire de désinformation, ou je ne sais pas si c'est fait avec conscience ou quoi, mais voilà, parfois nous, en connaissant les études d'impact, on a un peu le poil qui s'érisse en entendant des conclusions qui ont lieu avant que les experts aient rendu leurs avis. L'eau, c'est une chose. Mais pour les opposants au projet, ce n'est pas le seul motif d'inquiétude. Pour Pierre-François Picard, l'éventail des risques est large. Alors le risque, de la pollution de l'eau, comme on vient de le dire. Après, pollution par rapport aux particules aussi, puisqu'on parle du début, mais il y a aussi la fin avec les déchets qui pourraient être amenés sur le site et laissés en plein air pour recouvrir la carrière actuelle. Donc les déchets ne sont pas forcément sains derrière. Et c'est vrai qu'on craint sur une propagation des particules dans l'atmosphère. On craint aussi sur le sol qui est déjà pollué. Donc est-ce qu'on ne va pas faire ressortir tout ce qui est le plomb, l'arsenic et qui va ruisseler pour aller dans des cours d'eau par exemple sur des terrains. Après, beaucoup des riverains nous ont alertés sur le bruit actuellement par rapport aux essais, par rapport au forage qui était fait. Il faut savoir aussi que ça va être une mine qui va tourner quasiment 24 heures sur 24. Donc il y aura forcément du bruit. Et puis le danger pour l'homme. Je crois les gens aussi qui vont aller travailler dans cette mine, il y aura aussi des risques de travailler avec des produits chimiques, de travailler en souterrain comme ça. Donc ça crée aussi des soucis derrière. Et le transport, bien évidemment, puisque eux parlent d'acheminer à Saint-Bonnet de Rochefort, donc via des canalisations. Mais on a aussi des camions qui vont circuler automatiquement, ne serait-ce que pour approvisionner en produits d'extraction. Là, sur les usines pilotes, on parle sur Montluçon, par exemple, d'une centaine de camions à peu près par jour. Si certains habitants se posent des questions sur les impacts possibles de la mine, existe-t-il des comparaisons à l'échelle mondiale ? Sait-on comment ça se passe ailleurs et les conséquences de l'exploitation des gisements sont-elles documentées ? Réponse avec le géologue Patrick Fullenwart. La première partie de concentration des micas, du minéral porteur, on la maîtrise très bien, elle est très démocratisée, on en fait en France. La partie récupération du lithium des micas, c'est assez nouveau, en ce sens qu'aujourd'hui on connaît l'exploitation de gisements de type différents et l'exploitation de gisements de type mica, c'est les gisements qu'on trouve en Europe. C'est nouveau. Il y en a en Chine qui sont exploités, mais c'est peu documenté. On a peu de connaissances sur les méthodes utilisées pour traiter ces micas en Chine. Et donc nous, on est un petit peu pionniers sur la mise en place d'un traitement métallurgique pour le lithium des micas. Et en étudiant ce procédé et en élaborant ce procédé, on a mis toutes les cartes de notre côté pour avoir une empreinte environnementale la plus réduite possible. Je reviens sur les autres types de gisements. Les gisements sud-américains sont dans des configurations géologiques très différentes. C'est ce qu'on appelle des salars, des saumures, où ce sont des sels de lithium qu'on va pouvoir faire évaporer ou qu'on va pomper et desquels on va enlever l'eau et qui sont dans une configuration physique très différente de ce qu'on a sous les pieds. En fait, il y a quand même un énorme enjeu de recherche, de développer une méthode. On est vraiment pionniers sur le traitement minéralurgique et métallurgique des micas de type lépidolite. Ce projet comporte donc une part d'inconnu qui renvoie à la question du risque que la société dans son ensemble est prête à prendre pour exploiter une ressource aussi précieuse que le lithium. On l'a vu, la mine soulève des inquiétudes quant aux impacts de l'extraction sur un environnement déjà marqué par un lourd passé minier. Imerys répond à ces préoccupations en assurant tout mettre en place pour éviter, réduire ou compenser les nuisances générées par la mine. Mais au-delà des réponses techniques, comment, en tant qu'industriel, répondre aux craintes formulées par les habitants ? Évidemment, déjà, en France, on n'a plus vraiment l'habitude des mines. Donc il y a une image qui est très négative des mines. Ensuite, toute activité humaine a des impacts. Donc, si vous voulez, à la base, évidemment, les mines seront impactantes vu qu'elles sont en amont de tout. L'idée, c'est de réduire au maximum ces impacts.
donc en France, dans le code de l'environnement, où dès qu'on pose un projet de mine ou de carrière, on doit faire une étude d'impact et ratisser toutes les thématiques liées aux impacts, que ce soit l'impact socio-économique, l'impact paysager, l'impact sur les eaux de surface, les eaux souterraines, la biodiversité, etc., etc. Donc de toute façon, ce travail, on veut le faire parce qu'on veut que le projet soit accepté. On doit le faire parce que c'est une obligation. Et en plus, en effet, dans le cadre du débat public, on doit amener les éléments qui seront là, j'ai envie de dire, pour rassurer. Après, certains ne seront pas rassurés parce que ils peuvent penser que quoi qu'on fasse, ça sera un désastre. Et même si on amène les éléments, parfois, ils ne seront pas convaincus. Mais il n'empêche que voilà, c'est le jeu. Il y a des inquiétudes, on les comprend, on les entend. On essaie d'y répondre de manière la plus factuelle possible en faisant des études d'impact. Lever les inquiétudes. Ce fut l'un des ambitieux objectifs du débat public confié à la CNDP, la Commission nationale du débat public, qui s'est déroulé en 2024. De réunion en réunion, les discussions allèrent bon train durant des semaines, tout le monde s'accordant à dire que la concertation était bien menée, jusqu'au coup de théâtre en plein débat public. Le 7 juillet 2024, jour des élections législatives, le gouvernement déclare le projet Imerys d'intérêt national majeur. Une décision qui permet à l'entreprise de contourner certaines lourdeurs administratives et donc de faciliter l'achèvement du projet. Alors la nouvelle a jeté un froid à tout le monde, ça a été la surprise et puis un peu une colère, sachant qu'en plus ça intervenait le week-end de la dissolution de l'Assemblée nationale, donc où à la va-vite on a pris ce dispositif. Ensuite, on a réagi, et en plus en plein débat public, puisque le débat public n'était pas fini. Donc ça nous a interpellés. On a interpellé la CNDP aussi, en disant, elle nous a expliqué à plusieurs reprises que ça n'engendrait rien sur la suite du débat. En débat, on a interpellé des élus aussi, et la DDT notamment aussi, donc les organismes de l'État, et qui nous ont dit non, ça allait suivre son cours, qu'il y aurait eu juste des incidences sur le PLU, c'est-à-dire que tout ce qui est urbanisme ne passerait plus par les communes, mais serait directement géré par l'État. Et derrière, il y a aussi l'aspect qui passe outre les espèces protégées, dans l'article 2 de mémoire, qui fait qu'on peut passer outre le respect effectivement des espèces qui sont sur place. Et donc, c'est une accélération du processus en fait. Fin 2024, la commission du débat public a adressé à Imerys ses recommandations, lui demandant notamment des clarifications sur sa gestion des risques et soulignant le besoin d'impliquer davantage des citoyens dans le projet. En réponse, Imerys a annoncé plusieurs mesures. Réduction de l'utilisation de produits chimiques, poursuite d'études d'impact approfondies sur l'environnement, notamment sur l'état de la forêt des Colettes, et mise en place d'une instance d'information et de participation du public. Mais malgré ces engagements, de vives inquiétudes persistent. Ouvrir une mine ici, en France, pour assumer une part du coût environnemental que fait peser sur le monde notre mode de vie moderne, pourquoi pas ? Mais les nouvelles nuisances créées ici effaceront-elles celles qui se produisent de l'autre côté du globe ? En un mot, faut-il prendre le risque de polluer chez nous pour prendre notre part ou continuer à importer des minerais qui polluent ailleurs ? La question serait presque d'ordre philosophique. Je pense que quand on se pose la question, on a déjà la réponse. C'est-à-dire que la politique, un petit peu de l'autruche ou de pure démagogie, ça marche pas. On a besoin des mines et carrières. L'Europe consomme 30% des métaux dans le monde et n'en produit que 3%. Est-ce qu'on accepte finalement que ça se fasse ailleurs ? Ou parfois, alors c'est pas toujours le cas, ou parfois il n'y a pas vraiment de législation, les conditions de travail sont pas du tout acceptables ou ce genre de choses. Donc à un moment donné, soyons conscients de notre consommation, qu'en effet ça a un impact, d'avoir un nouveau smartphone chaque année. Est-ce qu'on se dirige vers ça ? Si oui, est-ce qu'on est prêt à avoir finalement un peu plus de mines dans nos entourages, etc. Je pense que se responsabiliser via toutes nos consommations, c'est quelque chose de bien. Et le faire chez nous, au moins, on a quand même cette maîtrise. Accepter d'ouvrir des mines à côté de chez nous, repenser nos habitudes et nos besoins en privilégiant des véhicules moins puissants ou les transports en commun, tout le monde est invité à faire des efforts. Certes. Mais c'est toute cette nouvelle filière du lithium en pleine éclosion qui suscite des interrogations. Quel sera l'impact à terme sur l'environnement si l'on doit remplacer les millions de voitures thermiques du parc automobile par des modèles électriques ? Et que deviendront les batteries lorsque leur durée de vie sera écoulée ? Comment les recycler ? Pour Christopher Ehmann, le directeur de la mine de Beauvoir, peu importe la direction que l'on va emprunter, avec plus ou moins de sobriété, pas le choix. Il faut exploiter le lithium.
Alors en tant qu'industriel, je réponds aussi en tant qu'humain ou géologue, enfin voilà, parce que je me pose aussi des questions un petit peu comme tout le monde. Je pense qu'il y a quand même un entre-deux, mais le rapport du GIEC, où il y a plein de rapports qui en parlent très bien, ou Negawatt, etc., c'est, même si on tourne vers une sobriété, je veux dire, qui est entendable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire effondrer la civilisation. Enfin, il y a des villes comme Paris, par exemple, qui ont besoin de fret, qui ont besoin de stockage d'aliments, parce que chacun n'a pas son potager. Enfin, voilà. Donc, sobriété poussée au max, il y a certaines limites. Et justement, quand le scénario où on est le plus sobre montre quand même que l'électrification est nécessaire et qu'il y a quand même un besoin de lithium qui va exploser sur les années à venir. Donc, quel que soit le scénario, on a besoin de lithium. Moi, je préférais que ce soit le scénario où on est plus responsable et on est moins impactant. Et dans tous les scénarios, oui, on a besoin de lithium. Et là, on a un gisement qui est exceptionnel, dans des conditions très favorables pour l'extraire. Je parle en termes justement d'environnement, de chimie du granit. On est déjà sur une carrière existante. Moi, je trouve que, sincèrement, on doit porter ce projet et faire en sorte, oui, qu'il soit le moins impactant possible, mais qu'il voit le jour. Je pense que si on n'arrive pas à ce que le projet Émilie sorte de terre, sincèrement, je me demande comment est-ce qu'on va réussir à opérer cette transition ou même cette bifurcation écologique. La mine serait donc essentielle à la bifurcation écologique. Certains, comme M. Picard, ne sont pas vraiment de cet avis et défendent une solution plus radicale. Nous, on dénonce pas la mine pour dénoncer la mine telle qu'elle. On estime que l'électrique n'est pas l'avenir. Tout simplement, si on regarde concrètement, le soir, si tout le monde rentre à 19h et met son chargeur sur sa voiture, il y aura une saturation du réseau. On parle de développer le nucléaire. Le nucléaire n'est pas une énergie propre. Hein. Pour nous, c'est une énergie certes décarbonée, mais les déchets sont toujours là. L'eau, il y en a besoin pour les refroidir et ça pose des soucis l'été actuellement sur certaines centrales nucléaires. Et puis derrière, c'est une énergie qui est très polluante, parce que nous on dit le lithium, alors on aurait le lithium à échassière, mais il faudra d'autres matériaux pour réaliser les batteries. On n'a pas en plus la fin sur place, c'est-à-dire qu'on n'a pas les usines et gigafactories en localisé, donc je veux dire, ça veut dire que derrière il va falloir transporter, amener ailleurs. Et alors il y en a qui nous disent oui, mais c'est mieux effectivement de le faire ici plutôt qu'ailleurs. Nous on dit ni ici ni ailleurs. Je crois qu'après, si les multinationales et des fois même françaises appliquaient le droit français à l'étranger et le respect de l'environnement, on n'aurait pas de problème non plus. Et seulement pour des gains de coûts, pour des gains de main-d'œuvre, on n'hésite pas à aller faire n'importe quoi ailleurs. Et je crois que derrière, c'est pas la solution. L'extractivisme, il doit s'arrêter pour la planète, de toute façon. Et puis, est-ce qu'on a besoin d'équiper des SUV avec des batteries électriques pour avoir la même société qui va de l'avant à la vitesse c'est aussi un problème derrière. Et on dénonce aussi ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de projet avant tout de société en disant on va aller moins vite, on va voir ce qu'on peut faire, prendre le temps aussi d'interroger parce que on peut pas tout faire à la va-vite comme ça. Comme souvent dans ce type de projet, deux camps se font face et s'opposent en brandissant l'écologie comme justification. D'un côté pour demander un changement de modèle de société qui serait trop gourmand en ressources, de l'autre pour expliquer que le lithium est essentiel au sauvetage du modèle économique et atténuer les effets du dérèglement climatique. Alors, électrifier notre société et tenter d'assumer le coût environnemental qui en découle en tentant de limiter nos besoins, ou prendre un virage plus radical et repenser totalement notre projet de société. Si ces deux visions semblent opposées au sujet de l'avenir, elles sont pourtant conscientes de l'urgence de décarboner afin de répondre aux défis climatiques. Deux mondes qu'il est donc urgent de réconcilier pour assurer la transition. Car une menace plus grande pèse sur nous, celle du climato-scepticisme et de l'inaction climatique. Imaginer une société capable de dialoguer sur ces sujets, c'est la responsabilité de ceux qui sont conscients du danger, face à l'aveuglement des autres. Tout au long de la saison, nous avons exploré des idées, mis en lumière des initiatives, réfléchi à ces paradoxes qui façonnent nos consciences et nous empêchent parfois de faire les bons choix. Cette transition ne se fera pas sans dialogue, sans débat, sans une part de compromis et surtout sans un engagement collectif. Le défi est immense. Il exige de chacun d'entre nous une dose d'effort, parfois d'inconfort. Alors que cette deuxième saison touche à sa fin, une chose est certaine, rien n'est écrit. Les défis à relever sont nombreux, les contraintes sont fortes. Il ne reste plus qu'à être créatif pour inventer notre futur. L'Horizon et au-delà est un podcast du magazine Géo, pensé et écrit par Thibaut Delavigne et Antoine Jonin.
Réalisation, Lucas Vibo.